Les banlieues, sujet épineux, sujet à tension, sujet délicat, tous les commentateurs de l'actualité et les politiques s'accordent à le dire. Cependant, tous ne vous disent pas la vérité. Et si on veut pouvoir parler du problème des banlieues et en débattre, il faut savoir ce qu'il s'y passe vraiment. Comment ne pas céder au discours misérabiliste sur les banlieues? Je vous ai donc compilé 9 mensonges récurrents dans la bouche des médias ou des personnalités politiques et surtout, comment y répondre. Avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et commentez, c'est très important pour le référencement. C'est parti! Ils disent que les immigrés auraient été parqués dans les banlieues. Les banlieues ont été créées à faveur de la modernisation économique de la France pour accueillir le prolétariat qui venait en ville pour y travailler. On a tous entendu parler de l'exode rural en cours. Elles accueillaient donc à l'origine des provinciaux, mais aussi une immigration européenne, notamment Pologne, Italie ou encore Portugal. Dans les années 1960, les banlieues, c'était le paradis pour ceux qui y habitaient. C'était l'accès à la modernité, l'accès aux services publics, une proximité avec l'économie, ce n'était pas misérabiliste, c'était propre, il n'y avait pas de criminalité ou très peu, les gens se connaissaient, il y avait une vie communautaire et toute la vie d'ailleurs communautaire était organisée par le PCF qui à l'époque faisait encore 25% au présidentiel. C'est avec le regroupement familial en 1976 sous Jacques Chirac que les immigrés extra-européens arrivent en banlieue. Notamment car l'immobilier en centre-ville est trop cher et ils y investissent alors les HLM. Quand cette immigration extra-européenne arrive en banlieue, c'est elle qui les rend invivables et provoque ainsi une fuite des Blancs. Ce territoire ne peut accueillir deux populations trop différentes. Il s'est produit alors le phénomène inévitable du white flight, les habitants d'origine des banlieues ne pouvant vivre avec des communautés immigrées intolérantes, ils sont obligés de se barrer à la campagne, en zone périurbaine ou en centre-ville pour ceux qui peuvent se le permettre. Aujourd'hui, on en est à un stade où très peu de blancs vivent en banlieue et pour le peu qui y sont, ils vivent en communauté. Comme toutes les diasporas, les communautés immigrées ont une conscience ethnique et communautaire. Du fait de leur trop grand nombre, ils vivent entre eux et cela ne les intéresse pas de vivre avec nous. Ils disent « la réalité des banlieues est difficile, seuls leurs habitants peuvent en parler ». Pourquoi le disent-ils? Ça rend tout simplement le débat impossible puisque seuls les habitants des banlieues pourraient en parler et cela leur permet également de pouvoir déblatérer un discours victimaire. Première chose, ce n'est pas parce qu'on n'a pas grandi en banlieue que l'on n'a pas le droit d'en parler. Deuxième chose, avec l'immigration massive, la population immigrée ne vit plus exclusivement en banlieue. Aujourd'hui, les problèmes qui étaient autrefois considérés comme ceux exclusivement des banlieues s'exportent désormais en ville, en zone périurbaine, via les transports notamment, et l'expansion des villes qui mangent de plus en plus sur la banlieue. Ceux qui sont obligés de vivre en côtoyant l'immigration n'ont qu'à sortir de chez eux pour le constater. Les autres, tout en niant ces problèmes, évitent soigneusement de les côtoyer. En effet, ils ne sont pas prêts à reconnaître les dégâts de l'immigration, ni même à l'exprimer dans les urnes, mais on remarque que les populations non ouvrières qui ont les moyens d'habiter dans des quartiers encore préservés, donc CSP+, classe moyenne sup, ont leur stratégie d'évitement propre pour éviter l'immigration. Notamment via la carte scolaire, quand les gens s'opposent à de nouvelles stations de lignes de bus, et tout ça n'est que de l'hypocrisie d'une gauche islamo-bobo. Ils disent « on est allé les chercher pour reconstruire la France ». Alors premièrement, ce n'est pas nous, c'est le grand patronat, et c'est la population ouvrière française et les classes moyennes qui sont forcées de vivre avec et de les supporter. De plus, quand l'immigration de travail s'est présentée, la France, elle était déjà en passe d'être reconstruite. Les patrons ayant au contraire tendance à privilégier les ouvriers locaux, les immigrés se retrouvaient bien souvent sans emploi. Ainsi, en 1953, entre 115 000 et 220 000 Algériens présents en France étaient au chômage. Si des Maghrébins ont été employés à la reconstruction de la France, ce ne fut que de manière anecdotique, puisqu'en 1951, l'année qui est considérée par les historiens comme la fin de la reconstruction, les Maghrébins représentaient moins de 1% de la population active métropolitaine. Et puis, comment auraient-ils reconstruit ici, alors que ce sont les Européens qui sont à l'origine de la grande majorité de leurs infrastructures? Et comment expliquer aussi le fait qu'ils auraient soi-disant reconstruit la France, mais qu'ils ne sont pas capables de construire leur propre pays et les administrer correctement. Il y a notamment beaucoup de faits de corruption, de grand banditisme ou de pauvreté dans leur pays d'origine. Numéro 4, ils disent «
les banlieues sont discriminées par rapport au reste de la France. Pourquoi c'est faux? Aujourd'hui, quand on vit en banlieue, on a accès à tout le service public. Les transports en commun, on vit à 30 minutes de tous les grands bassins économiques, tandis que lorsqu'on est un Français périphérique, on doit prendre la voiture parfois plus d'1 heure pour trouver du travail. C'est notamment ce qui a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes, en fait extrêmement peu de personnes issues de l'immigration dans ces manifestations, ce qui révélait que c'était bien un problème de manque d'infrastructures dans la France périphérique plutôt que dans les banlieues. Dominique Laurin, d'ailleurs directeur de recherche au CNRS, publie en 2006 un rapport qui disait que la banlieue des Hautes-Noues bénéficiait d'un investissement public de 12 230 € par habitant via la politique de la ville, quand Verdun ne recevait que 11,8 € par habitant. Quand on est en banlieue, on fait partie des populations que la politique de la ville inclut. Et ce sont également plus de centaines de milliards d'euros qui ont été développés dans les banlieues pour réinvestir dans l'infrastructure, rénover des terrains de sport, etc., qui sont aussi vite dégradés par la population. C'est un gouffre financier, c'est un tonneau des Danaïdes. En fait, si vous voulez, c'est le plan Marshall des banlieues, un investissement massif pour un rendement nul, voire négatif. D'ailleurs, les banlieues ne sont pas non plus exclues socialement. Par exemple, Sciences Po Paris avait mis en place sous la présidence de Richard Descoings une entrée sur dossier sans passer par le concours dans les quartiers dits sensibles en 2001 pour les ZEP. Ils disent « Les émeutes de 2005 étaient une révolte économique et sociale ». C'est faux, le point de départ, c'était une soustraction à un contrôle de police de Zied et Bouna, jeunes de la banlieue de Clichy-sous-Bois. Ça escalade rapidement avec jet de bombes gaz lacrymogènes devant les mosquées, puis tir à balles réelles sur policiers. Donc ça, c'est une première chose. Après, on va arrêter avec l'excuse de la soi-disant pauvreté. Déjà, c'est faux. Et ensuite, les gens qui sont pauvres dans la Creuse ou dans l'Aisne ne brûlent pas leur village à feu et à sang pour autant. Aucune civilisation dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi généreuse avec ses populations africaines et maghrébines que la civilisation européenne, et pourtant, ça se passe quand même mal. Il faut quand même savoir que 42% des allocataires de la CAF sont étrangers. Donc c'est dire la générosité de la France. Aujourd'hui, toute la politique économique sociale de la France, c'est faire de l'assistance sociale au nom de la paix sociale, qui est en fait une paix ethnique. On n'a aucune obligation envers ces personnes, on n'a pas à se saigner à blanc pour eux. Ils disent que les problèmes de la banlieue sont dus aux facteurs économiques. On a pu démontrer plus tôt que les banlieues bénéficient au contraire de toutes les infrastructures possibles, mais que ce sont les habitants qui les détériorent. Et encore une fois, de quoi on parle? Ce n'est pas Jean Valjean qui vole du pain pour nourrir les siens. Faire une tournante n'a jamais rendu riche. Si pour eux, leur pseudo-exclusion justifie ces horreurs, cela montre bien leur non-volonté d'intégration et l'incompatibilité entre nos cultures. Ils disent que c'est parce qu'ils se sentent exclus socialement qu'ils sont violents. Tout simplement, ce n'est pas d'en faire venir plus ou de leur donner plus de fric qui va régler les tensions croissantes en France. Ils disent que si la police est attaquée en banlieue, c'est parce qu'il y a beaucoup de bavures policières. Alors pour des raisons de censure, j'ai décidé de mettre cet extrait en exclusivité sur Getter. Vous pouvez vous abonner à mon compte et retrouver donc l'extrait via le lien en description. Ils disent qu'il n'y a pas de rapport entre la banlieue et l'immigration. Franchement, de qui se moque-t-on? Allez-y, si vous pouvez y rentrer et on en reparle. Aidez à rétablir la vérité et stopper le discours victimaire des banlieues en partageant massivement cette vidéo autour de vous. Likez, commentez et abonnez-vous à cette chaîne, c'est le plus important pour continuer de voir d'autres mensonges être dévoilés et surtout apprendre à y répondre.